Chers amis auditeurs de Radio Courtoisie, bienvenue à vous pour cette nouvelle édition du Libre Journal de Chrétienté. Au micro, l'abbé Guillaume de Tanoirne. Je suis seul dans ce studio, mais nous le peuplerons d'appels téléphoniques. Notre programme est varié comme d'habitude et vous emmènera aussi bien dans les profondeurs de l'histoire de France que dans les secrets de l'Église. Je reçois d'abord Philippe Delorme. Philippe Delorme il nous en parlera, il se présentera lui-même, mais il avait beaucoup travaillé, vous vous souvenez sans doute, sur l'identification de la dépouille de Louis XVII. Louis XVII, le petit roi martyr, qui semble bien identifié aujourd'hui, quels qu'aient été les non-dorfistes ou autres partisans d'une fuite du petit roi. Mais ce n'est pas pour nous parler de Louis XVII que Philippe Delorme vient à la radio. Il est l'auteur tout récent d'une contre-histoire de France, sous-titrée Ni romance ni repentance, tout un programme, Ni romance ni repentance, et il nous offre un résumé de l'histoire de France qui est tout à fait probant. On apprend beaucoup de choses, on va d'un événement à l'autre, et c'est passionnant. C'est passionnant et c'est toujours modéré. Parfois vous n'aimerez pas cette modération, d'autres fois vous en raffolerez, mais en tout cas c'est à mettre entre toutes les mains de ce fait, cette contre-histoire de France de Philippe Delorme dont nous allons parler dans un instant. Dans la deuxième partie de l'émission, nous recevons Paul-Marie Couteau comme d'habitude, et Paul-Marie Couteau nous parlera de Marie-France Garot, qui a été un petit peu son institutrice politique, et donc il est mieux qu'un autre placé pour faire un peu son éloge funèbre, puisqu'il nous reste ça. Marie-France Garot nous a quittés il y a quelques semaines. Et puis nous parlerons de la France et du monde comme d'habitude, et du monde, comment ne pas parler de Gaza. Donc il sera question encore de la paix à Gaza, de ce qui empêche cette paix et de ce qui pourrait la favoriser aujourd'hui. Et puis, en dernière partie d'émission, je reçois de nouveau Michel Michel. Je m'en suis voulu, je vous avoue, de le recevoir une première fois. Vous avez dû, les habitués de cette émission l'ont entendu. Il s'agissait de parler de son livre « Ah si j'étais pape » aux éditions Les Impertinents. Ce livre, je l'avais lu sur écran. Et quand on lit un livre sur écran, malheureusement on va trop vite. J'ai donc vu l'essentiel du livre dans ce qu'il avait d'ordinaire, ces folies pastorales des années 70 que Michel Michel résume avec beaucoup de pertinence et d'impertinence, mais je n'avais pas vu le fond de l'analyse du sociologue Michel Michel, je vous l'avoue, et donc je l'ai réinvité pour qu'il nous parle des rapports entre christianisme et paganisme d'une part, et d'autre part de la modernité comme hérésie chrétienne. C'est évidemment à partir de ces deux piliers que se construit son analyse personnelle, et je voulais pouvoir la rejoindre avec vous. Donc il sera là tout à l'heure à 20h. Ne manquez pas ce moment, je pense que
entendrez des choses que vous n'avez pas souvent entendues, y compris sur Radio Courtoisie. Voilà. Voilà le programme. Il n'est plus à demander, il est offert. Nous allons tout de suite nous adresser à Philippe Delorme pour lui demander ce qui a bien pu l'inspirer dans cette rédaction d'une contre-histoire de France. Il y a des histoires de France, célèbres. Je pense à l'histoire de France de Bainville, qui est la première d'ailleurs ligne de la bibliographie qu'offre Philippe Delorme. Il y a beaucoup d'histoires de France. Pourquoi encore une? Philippe Delorme, dites-nous tout. Oui, oui. Bonsoir, vous m'entendez? Oui, je vous entends bien. Oui, bonsoir Monsieur l'abbé. Oui, écoutez, ma contre-histoire de France est déjà le résultat de peut-être une quarantaine d'années maintenant de travaux historiques, puisque voilà, j'ai eu le plaisir et la joie depuis très longtemps, de me pencher sur l'histoire, en particulier sur l'histoire des grandes familles, des dynasties, des reines de France. Vous avez parlé de Louis XVII aussi. Enfin voilà. Donc, si vous voulez, cette contre-histoire de France est un peu ma contribution un peu globale, une espèce de somme de ce que j'ai pu glaner de ce que j'ai pu ressentir personnellement, parce que c'est une histoire personnelle. C'est aussi une vision personnelle de l'histoire de France, à contre-courant, un petit peu à contre-temps aussi, d'où le terme de contre-histoire de France. Et oui, j'ai voulu, c'est ce que indique le sous-titre, j'ai voulu aller à mi-chemin, ou alors au-delà, je dirais, des deux écueils qui me semblent les plus importants aujourd'hui, qui serait de refaire un roman national comme celui de la Troisième République, qui était... Je déteste cette expression de roman national. Voilà, et bien moi aussi. Et pour l'historien que vous êtes, ça doit être catastrophique. Si non, mais ce roman national a permis à la République de s'installer, mais en travestissant une grande partie de l'histoire de France. Non, mais il y a des romans nationaux magnifiques. Voilà. Moi, je pense que D'Artagnan en est un. Que Alexandre Dumas avait l'art de pondre des romans nationaux. Oui. Mais là, c'est un roman. Mais c'est un romancier. C'est un romancier, et vous n'êtes pas un romancier. Non. L'idée, c'était que, effectivement, ce roman national qui était un travail idéologique, de la Troisième République, pour asseoir son autorité, pour pouvoir s'imposer au peuple de France, et puis effacer en grande partie l'héritage des rois, ou en tout cas le capter à son profit. Il y a ça, et puis... C'est le fameux Ernest Lavis qui est... Voilà, Lavis, tout les manuels de l'histoire de France tels qu'on les connaissait dans la première partie du XXe siècle. Et puis à côté de ça, il y a aujourd'hui un autre travers qui est la repentance, ce qu'on appelle aussi le wokisme, la cancel culture, enfin tout ce que l'on veut, qui consiste là, à dire que tout est mal dans l'histoire de France, nos ancêtres étaient d'affreux bonshommes, des esclavagistes, des tortionnaires, etc. Voilà. Et donc, je dirais que l'idée de ce livre, c'est de voir les choses telles qu'elles se sont passées. Parce que qu'est-ce que c'est qu'un historien? C'est quelqu'un qui, d'abord, essaye de voir les choses telles qu'elles ont eu lieu véritablement. C'est peut-être un peu plat comme ça, comme définition, mais c'est déjà un programme assez ambitieux, puisque déjà établir les faits dans leur vérité et dans leur réalité avant de les analyser ou de les critiquer comme on peut le faire aujourd'hui. Donc l'idée, c'est déjà d'établir avec ce livre les faits, rétablir les faits, rétablir la réalité des personnes, des grands personnages de l'histoire de France, et essayer de les voir tels qu'ils étaient, pas tels qu'on les a travestis au cours des siècles. Et alors, dans cette histoire de France, vous accordez une importance primordiale aux personnes, et en particulier aux souverains, mais pas seulement, à toutes les personnes qui ont fait la France. Oui, ça m'a frappé, ça.
si vous voulez, c'est un peu le contre-pied de ce qui a été une tendance dans les années 70-80, ce qu'on appelait l'histoire sérielle, ou l'histoire des mentalités, ou l'histoire économique, enfin, comme d'ailleurs mon professeur Chenu à la Sorbonne était un de ses maîtres, hein, donc l'idée de réduire l'histoire les annales ESC. Vous faites allusion à une revue qui s'appelle les Annales ESC. Voilà, les annales, l'histoire des annales. Donc j'ai été biberonné à ça en seconde, première terminale, où on avait un prof complètement fanatique de l'histoire quantitative et sérielle. L'histoire quantitative, l'histoire sérielle, qui est un peu une imposture, hein, dans la mesure où on faisait des séries ou des analyses ou des statistiques sur parfois pas grand-chose, hein, sur des éléments qui n'étaient pas nécessairement probants. Je dirais, personnellement, pour moi, il n'y a d'histoire que d'histoire humaine. Hein. L'histoire, c'est l'histoire des hommes, des femmes, bien sûr, qui sont des hommes comme les autres, comme on le sait. Et donc d'histoire humaine, histoire d'abord de ces grands hommes ou de ces grandes femmes dont on connaît mieux le parcours parce que c'est mieux documenté, donc c'est plus facile pour l'historien de les suivre. Mais aussi l'histoire, je dirais, de tout un chacun de nos ancêtres. Et c'est vrai que depuis une trentaine d'années, on a cette tendance des Français à retourner vers leur généalogie, à creuser un petit peu, voir qui étaient leurs ancêtres, à les redécouvrir, quels étaient leurs métiers, quels étaient leurs terroirs, etc. Et donc, à travers ça, c'est aussi une manière, mais c'est pas l'objet de ce livre, hein, mais c'est aussi un des moyens, je pense, pour les Français de renouer avec leur passé, c'est-à-dire à travers leurs propres racines personnelles. Avec en particulier des individus qui sont souvent hors normes. Ça, il faut reconnaître, en vous lisant, on est ébloui. En attendant cette émission, je relisais votre ouvrage et j'étais tombé sur Charles le Téméraire. Charles le Téméraire, c'est un fou. Oui, alors, c'est vrai que quand je dis pas de roman national, je dirais il n'y a pas besoin de faire du roman dans l'histoire pour trouver du romanesque ou trouver du formidable ou du fantastique ou parce qu'il y a des personnages qui sont des personnages réels, des personnages qui ont véritablement vécu. Il n'y a pas besoin de réinventer leur histoire pour leur donner une dimension épique. Hein, c'est le cas de Charles le Téméraire qui a essayé de reconstituer ce grand empire d'Occident, enfin en tout cette grande principauté qui aurait été de la mer du Nord jusqu'à l'Italie, hein, l'ancienne Castaringie. Et l'Espagne. L'Italie et l'Espagne. Oui. Alors là, bien sûr. Après, c'est avec Charles Quint, on arrive à l'Espagne aussi avec les Habsbourg, puisqu'ensuite, les Habsbourg vont prendre la relève de cette idée de la Bourgogne, de la Grande Bourgogne, hein. Mais vous voyez, ça c'est aussi un exemple, et c'est vraiment ce que j'essaye de montrer dans ce livre, que la France n'était pas inscrite non plus de toute éternité dans les dessins de la Providence, et qu'il y aurait très bien pu avoir d'autres découpages géographiques, d'autres réalités, et que finalement vous regrettez presque pendant la guerre de 100 ans, vous regrettez presque que la France ne soit pas devenue anglaise, parce que dites-vous l'Angleterre serait devenue française. Là, si vous voulez, c'est un petit peu un clin d'œil d'ailleurs que le professeur Favier avait d'ailleurs Jean Favier, qui était un médiéviste très connu, voilà, avait soulevé en disant finalement, si la France et l'Angleterre étaient restées unies à l'issue de la guerre de 100 ans, eh bien, la France, d'abord, on aurait parlé français en Angleterre, parce que la démocratie française était dominante, que l'aristocratie anglaise parlait déjà français, et donc ce grand royaume aurait pu conquérir le monde en se tournant vers l'Amérique. Bon, là, on fait ce qu'on appelle de l'Uchronie, hein, c'est-à-dire de l'histoire utopique, mais c'est vrai que il y aurait pu avoir dans l'histoire d'autres compositions que la France, et donc ce qui nous montre qu'aujourd'hui la France existe, mais elle aurait pu ne pas exister et elle pourrait mourir. Hein, donc c'est ça qui est aussi l'enseignement de l'histoire, c'est que les nations sont fragiles,
que l'Hexagone n'était pas né de toute éternité, n'était pas déterminé, et donc il faut. Ben, on a l'impression à vous lire qu'il faut l'incarner. Qu'il y a cette grande loi de l'incarnation qui est la loi du christianisme même, puisque le Christ s'est incarné, il s'est fait chair, il s'est fait homme. On a l'impression que ne sont à retenir dans cette histoire que les grandes incarnations de la France. Et il y a eu des grandes incarnations de la France. Oui, les grandes incarnations et les petites dont on ne peut pas parler parce que elles sont ignorées, elles sont méconnues, mais je crois qu'on est tous. C'est vrai ce que disait. Vous parliez de Bainville tout à l'heure, que je mets en exergue du livre. Il dit la France est un composé. C'est-à-dire qu'en fait, elle est composée. C'est une nation qui est composée de tous ces individus, de cette myriade d'individus depuis 20 siècles, qui petit à petit ont appris à vivre ensemble, se sont construits un passé, un avenir commun. Autour du christianisme aussi, effectivement, le christianisme aussi a eu une importance considérable dans cette identité française. On ne peut pas l'effacer, et on ne cherche pas à l'effacer d'ailleurs. Enfin, on ne cherche pas. Certains le cherchent, mais disons qu'il n'y a pas de raison de chercher à l'effacer. Et donc, oui, voilà, on a. C'est un composé d'individus qui ont un héritage en commun. Et cet héritage, ils sont censés le porter aujourd'hui. Et alors il y a ceux, quelle que soit leur tendance, quelle que soit leur idéologie, qui incarnent la France, et ceux qui ne peuvent pas, qui ne savent pas, qui n'arrivent pas à l'incarner. Évidemment, le pire du pire, c'est Charles VI, le roi fou. Avec lequel la France, qui était en assez bon état à la fin du règne de Charles V, arrive à être quasi détruite. Oui, par défaut d'incarnation. Oui, alors là, c'est évidemment le problème de la monarchie, c'est-à-dire que la monarchie apporte il y a des éléments d'unité, d'indépendance, je dirais d'arbitrage, etc., qu'on connaît bien, mais il y a aussi lorsque le roi est déficient, mais enfin vous savez, ça marche aussi dans les républiques, il y a des présidents de la République un peu déficients, j'irai pas très loin pour en trouver, donc et pourtant ils ont été élus, donc vous voyez, ça n'empêche pas les... Non, je pense que l'histoire, justement, il faut pas voir l'histoire comme un grand chemin. Vous savez, on parlait à l'époque du marxisme, on parlait du sens de l'histoire, qui aurait été des ténèbres vers la lumière, vers le grand soir et vers le socialisme. Oui, on a encore vécu ça lors de l'élection le 10 mai 81 de François Mitterrand. Oui, c'était un peu le dernier, mais enfin, je sais pas si Mitterrand y croyait vraiment. C'était plus, pour lui, c'était déjà du folklore. Lui, non, mais je pense qu'il y avait jamais cru d'ailleurs. Voilà, mais c'était d'une certaine manière, c'est peut-être alors quand même le dernier à avoir su incarner quelque chose. Quand même. C'est ce que vous sous-entendez, puisque il y a un chapitre que vous avez intitulé, je pense, non sans intention, de monarques. Et alors, donc évidemment, je m'attendais à ce que le premier monarque soit Charles de Gaulle, et je me dis, qui va choisir comme deuxième monarque? Oui, je pense que Mitterrand est le dernier à avoir eu un sens de l'histoire, de France. Même si effectivement, pour des raisons personnelles, il a pris des chemins de traverse par moments. Enfin, c'était sans doute très compliqué même dans sa propre tête. Mais moi, j'étais là en mai 80 lorsqu'il est venu au Panthéon. Alors, on dirait c'est une parodie, on peut dire pour un chrétien, on peut dire c'est une parodie de sacre, etc. Il y a un côté un peu presque blasphématoire, etc. Mais en même temps, il y avait quand même, on sentait qu'il était porté, comme il a dit avant sa mort, je crois aux forces de l'esprit. Enfin voilà, il était porté par quelque chose qui quand même le dépassait. On n'a pas l'impression qui avait fait toute son éducation. Voilà, il avait gardé son éducation de petit provincial par les bons pères maristes. Il avait encore les pieds dans la terre du 19e siècle, je dirais. Donc, alors qu'aujourd'hui, on a l'impression que les gens qui nous gouvernent sont à milieu de tout ça. Enfin, ne comprennent même pas ce que ça peut vouloir dire. Enfin, c'est voilà. Pourtant, notre président Macron aime la pompe, aime la liturgie, j'allais dire.
Oui, mais enfin là, c'est de la caricature, là. Il commémore à répétition. Oui, mais il le fait très mal et c'est vraiment de la caricature, là. Il le fait très mal parce qu'il n'incarne pas, justement. Parce qu'il n'incarne pas, parce qu'il y croit pas lui-même, parce qu'il, il n'est pas enfin, oui, c'est ça, il n'incarne pas le personnage, il n'incarne pas la fonction, voilà. Enfin, bon, je préfère qu'on revienne dans l'histoire parce que j'aurais beaucoup à dire. Oui, non, mais c'était intéressant cette chute de votre ouvrage sur ce chapitre intitulé Deux monarques, parce qu'on a l'impression que la monarchie est loin, et en réalité, s'il n'y a pas de monarchie en France, rien ne se passe. Et mon dernier chapitre, qui est un chapitre personnel, parce que bon, j'ai eu un parcours un peu dans les milieux royalistes, et donc c'est quand même cette sensibilité, même si je vois bien en quoi c'est un peu utopique d'en parler aujourd'hui, mais disons que bien cet héritage des rois de France pourrait aujourd'hui, je pense, revivifier la démocratie française, qui est bien mal en point, parce qu'on est vraiment dans un déficit de représentation. On a un pouvoir qui représente peut-être 10 ou 15% de l'électorat, qui d'un autoritarisme comme on n'a jamais connu dans l'histoire, hein, et en plus qui est dépossédé par l'Europe, par les oligarchies diverses de la réalité de pouvoir. Donc on pourrait imaginer, dans un retour vers l'histoire, dans une espèce de reprendre dans les leçons de l'histoire, peut-être des éléments qui pourraient revivifier notre démocratie. Ça, c'est autre chose, c'est plus de l'histoire. Oui, c'est vrai, mais c'est pour ça qu'on fait l'histoire aussi. Bien sûr. Vous ne faites pas l'histoire uniquement par un goût qui serait morbide du passé. Vous faites l'histoire par une préoccupation ardente de l'avenir. Et c'est vraiment ce que je lis en vous lisant Philippe Delorme dans cette contre-histoire de France. Vous intéressez au passé avec toujours une perspective d'avenir pour la France. C'est-à-dire que l'histoire, je pense qu'il y a une grande équivoque dans l'esprit de la plupart des gens, parce qu'ils ont fait de l'histoire à l'école et on prétend qu'à l'école on apprend des listes de dates par cœur, etc. Moi, j'ai jamais fait ça, m'est jamais arrivé. Heureusement, j'ai eu des professeurs qui étaient excellents et donc ça ne m'est jamais arrivé. Mais disons que l'histoire, au contraire, c'est une école d'apprentissage du discernement. Avec la méthode historique, si on applique la méthode historique aux faits qui nous sont rapportés aujourd'hui, je dirais par exemple aujourd'hui, vous parliez de Gaza tout à l'heure, ou de la guerre en Ukraine, etc. Si on applique la méthode historique d'abord d'analyse des sources, de tri dans ce qui est bourrage de crâne et dans ce qui est la véritable information, etc. Là, on a des éléments grâce à la méthode historique pour très bien comprendre ce qui se passe et faire et trier le bon grain de livret. Donc c'est ça l'histoire, ça. C'est aussi une méthode de réflexion, en fait, hein. C'est une méthode de réflexion qu'on peut trouver quand on fait de la philosophie aussi, ou à la limite quand on fait des mathématiques. C'est des méthodes de réflexion scientifique, sérieuse, rigoureuse, hein. C'est une rigueur qui permet de mieux comprendre le réel qui nous entoure. Ça, c'est important aussi, je pense. Je voudrais évoquer, on évoquera plusieurs époques, et je vous demanderai peut-être les époques que vous préféreriez évoquer, mais j'ai beaucoup aimé l'évocation de Victor Hugo, Badinguet. Oui. Victor Hugo de Napoléon III. De Napoléon III. Pardon. Il y a Napoléon le Petit. Il fait un peu chaud dans la. De Napoléon III. Et votre manière de dire combien le peuple exultait de voir arriver Napoléon III, en disant l'Empire c'est la paix, et l'Empire c'est la paix, c'est devenu très très vite une antiphrase, parce que oui, comme l'Europe c'est la paix, quoi. C'est à peu près la même chose. Ça m'a frappé.
Aujourd'hui, on dit l'Europe c'est la paix et on songe à faire la guerre en Ukraine et la guerre. Ah oui, mais ça c'est systématiquement fait, généralement systématiquement le contraire de ce que l'on a annoncé, sauf une leçon de l'histoire. Mais bon, en dehors de ça, Napoléon III, c'est un personnage pour lequel j'ai quand même beaucoup d'affection, parce que je dirais d'abord il est mal aimé dans l'histoire de France. Oui. Il a eu le malheur effectivement de terminer son règne par cette défaite de Sedan avec les malheurs de l'invasion de la commune, etc. Donc il a été en plus noirci terriblement par la Troisième République, qui voulait évidemment effacer tout ce qui avait été son règne, mais c'était un monarque moderne, social. Hein. Il avait écrit L'extinction du paupérisme, qui était une plaquette, enfin un livre d'inspiration socialiste, un peu saint-simonien. Enfin, voilà. Et donc c'est un personnage tout à fait intéressant. Hein. Philippe Seguin d'ailleurs avait écrit, je crois que c'est Philippe Seguin, oui, qui avait écrit une biographie tout à fait passionnante de Napoléon le Grand. Hein. Il l'appelait à la différence de Philippe voilà. En prétendant que son aïeul était Napoléon le Petit. Ah. À l'inverse de Victor Hugo. D'être d'accord avec lui, parce que Napoléon le premier nous a valu plusieurs millions de morts, une Europe à feu et à sang, une France exsangue. Je vous avoue que je ne comprends pas personnellement comment on peut admirer Napoléon Ier. Non, Napoléon III nous a laissé Paris tel qu'il est, les chemins de fer, enfin bon, une législation déjà sociale, etc. Donc c'était un personnage tout à fait intéressant. Bon, après, évidemment, il a été je dirais entraîné dans cette guerre désastreuse par son entourage, et puis et l'histoire l'a stigmatisé. Mais je dirais que c'est vrai que ce que vous disiez au départ, c'est que la leçon de l'histoire, c'est que souvent bien on se fait élire sur un programme et on fait à peu près le contraire de ce programme. Regardez Zelensky, qui a été élu pour faire la paix, soi-disant, et qui est un jusqu'au-boutiste de la guerre, comme on en a rarement vu. Et la guerre, il n'a rien fait on n'a rien fait non plus pour qu'il trouve une solution. Mais disons que voilà, il a eu fait embarqué, je dirais, par des intérêts étrangers aussi, lui, de son côté. Alors donc vous avez intitulé bravement ce chapitre Napoléon III le Grand, et c'est oui, et pour revenir à ce que je disais tout à l'heure sur ce que pourrait être un régime politique de demain, c'est vrai que le Second Empire, vers la fin, lorsqu'il devient l'Empire libéral à partir de 1869, avec un parlement, enfin une chambre des députés élus, responsables, etc., préfigurait ce qu'a voulu faire De Gaulle avec la Ve République, c'est-à-dire de faire une réconciliation de la France traditionnelle, de la France monarchique, avec cette pompe, cette véritable pompe et ce véritable faste, pas celui de Macron dont on parlait tout à l'heure, mais avec cet aspect de démocratie réelle qui se serait, à mon avis, développé ensuite. Enfin, je trouve que d'une certaine manière, le Second Empire aurait été un bon régime pour la France, à condition qu'il évolue. Il a pas eu de chance, quoi. Mais il n'a pas eu de chance en prenant le mort aux dents devant son cousin, le roi de Prusse, d'une façon qui nous paraît complètement apsychologique. Enfin, oui, mais c'était un homme vieillissant, très malade. On sait qu'il avait des calculs rénaux, etc., ou biliaires, je ne sais plus, biliaires plutôt. Dans la vessie, enfin, donc voilà, tout ça faisait qu'il était très diminué, qu'il était entouré par, en particulier l'impératrice Eugénie, qui poussait vers la guerre en se disant ça va une fois pour toutes abattre les républicains, enfin l'opposition républicaine. Oui. Bon, le calcul était... Le problème de la France, c'est qu'il y a eu la France au XVIIIe et XIXe siècle, c'est qu'il y avait Paris et le reste de la France. Et Paris a imposé, à partir de la Révolution, à partir surtout de 1793, a imposé sa dictature au reste de la France, en
en imposant un régime. Et c'est vrai qu'à l'époque... Les hommes nommés à Paris et qui... Voilà, au moment de l'Empire libéral, la France avait fait... Il y a eu un référendum en 1870, quelques mois avant la guerre, qui avait donné une majorité très large à Napoléon, sauf à Paris, et sauf dans les grandes villes, où là, il y avait des ferments révolutionnaires qui étaient pour le changement de régime. Donc en fait, voilà, ça s'est toujours passé à Paris, en fait. Donc, ce qui explique pourquoi tous ces régimes, au XIXe siècle, se sont abattus les uns après les autres. Aussi bien la première restauration, la monarchie de Juillet, le Second Empire, parce que Paris, au bout d'un moment, sonnait la fin de la récréation, et alors que la province reprenait le pouvoir. Alors que la province n'était pas du tout dans le même. On voit bien qu'en 1871, eh bien l'assemblée qui va être élue, ça va être une assemblée très largement royaliste. Donc. Et parce qu'elle vient des provinces. C'est dans les provinces. Oui, parce que la province avait gardé un certain bon sens, je dirais, alors que Paris était déjà très agité par des. Il faut voir que la population parisienne vivait dans des conditions effroyables aussi. Vous n'adhérez pas au mythe de la commune libre Non, mais la commune, comme vous avez vu dans le livre, je suis pas non plus à 100% critique pour la commune, parce que ça correspondait à une soif de justice, alors que la population ouvrière parisienne vivait dans des conditions quand même extrêmement déplorables. Donc ça correspondait aussi à une nécessité de justice, mais même Marx en a dit du mal de la commune. Il aurait fallu faire ça de manière plus moins dogmatique. C'est extraordinaire que Marx lui-même ait cette analyse. Et Marx, c'est un phénomène, en fait. Oui. Quand on sait qu'il vivait de ses boursicotages. Oui, il n'était pas marxiste du tout. C'est quand même particulier comme bonhomme. Oui. Il a une puissance de description qui. Oui, je pense que c'était un bon analyste économique. D'ailleurs, je pense qu'on redécouvre peut-être certaines de ses analyses aujourd'hui. Après, les solutions politiques qu'il nous donne, c'est un peu comme Freud. Il décrit bien les problèmes psychologiques. Il a plus de mal à les résoudre. Oui, la dictature du prolétariat, Voilà, ça n'a pas été jusqu'à aujourd'hui une grande réussite. Oui, c'est pas grand. J'avais envie de vous demander, quel est le chapitre que vous avez eu le plus de plaisir à écrire, ou quels sont les chapitres qui vous ont particulièrement marqué Alors, plaisir, oui, il y a pas les deux choses. Je dirais que les chapitres sur la Révolution semblent donner beaucoup de plaisir, sont importants, je pense, parce que ça montre justement ce que je vous disais tout à l'heure, que la Révolution, la partie, en tout cas de la terreur, c'est la dictature de Paris, de la Convention, et d'une partie même de la Convention, qui n'avait été élue que par 10% de la population. Vous imaginez bien que les élections à la Convention, très peu de monde, très peu d'électeurs y ont pris part, et qu'immédiatement on a instauré une dictature à la fois de la Convention et de la Commune de Paris, donc en 1793-94. Donc ça, je pense que c'est important de le souligner. Au-delà de ça, d'ailleurs, la leçon que j'en ai tirée, c'est que dans toutes les révolutions et et on l'a vu encore avec l'affaire du Covid il y a quelques années, 80% de la population ne fait rien, reste passive, n'intervient pas. Il y a seulement 10% d'un côté qui prend fait et cause pour la révolution, et 10% qui au contraire se lèvent et essayent de se battre contre l'injustice. Et je pense que dans toutes les situations, aussi bien pendant la Seconde Guerre mondiale aussi, c'était la même chose. Il y a 80% de Français qui étaient attentistes, 10% de résistants et 10% de collabos. Et c'est vraiment un pourcentage que je retrouve tout au long de l'histoire. Oui, la majorité silencieuse fait un silence parfois accablant. Et qui, au dernier moment, vont basculer, évidemment. Vous avez en 44 des millions de Parisiens ou des milliers de Parisiens qui acclament le maréchal Pétain, je crois que c'est en avril ou mai 44 dans les rues de Paris.
Et puis 2 mois après, c'est probablement les mêmes qui vont acclamer De Gaulle. Hein. Donc ça, c'est la mémoire est courte dans ce domaine. Oui. Alors effectivement, sur la Révolution, vous êtes passionnant. Vous donnez beaucoup d'importance à Carrier. Dans ce que j'ai lu. Alors si vous voulez, dans ce livre, de temps en temps, c'est pas un livre d'histoire exhaustif, hein, c'est pas l'histoire de France exhaustive, c'est aussi des éclairages et des coups de projecteur sur certains personnages aussi qui me semblaient emblématiques et c'est pour ça que je vous dis que vous faites cette histoire de France autour des personnes. Carrier n'est pas roi, n'a pas de titre généalogique particulier, c'est un monstre. Et c'est un monstre qui est représentatif c'est un des salauds les plus emblématiques de la Révolution française qu'on puisse imaginer. Oui. Qui finira d'ailleurs, si je me souviens bien, décoré par Louis XVIII, hein, donc pourquoi pas. Mais non, c'était, si vous voulez, c'était vraiment, il a poussé jusqu'au bout l'idée de créer un homme nouveau. En fait, qu'est-ce que la Révolution a voulu faire, mais c'est aussi vrai pour la Révolution russe de 18, hein, au 17, c'était créer un homme nouveau, un homme qui serait débarrassé des scories de l'ancien monde, et donc à la fois par l'éducation. Donc il y a le programme d'éducation de Lepeletier de Saint-Fargeau, où on va prendre des enfants à l'âge de 5 ou 6 ans pour les mettre dans des pensions où on va les endoctriner, et puis eh bien ceux qui sont plus récupérables, si je puis dire, on va les raccourcir. Donc c'est parce que c'est pas des êtres humains. Il s'agit de régénérer la nation, que selon le fameux terme employé à l'époque. Et ça, on va le retrouver dans le nazisme, sauf que dans le nazisme, c'est raciste. Enfin, il y a un aspect raciste ou racialiste. Hein, on imagine une race qui serait couverte de tous les péchés et qui serait, ou au contraire, une race qui serait supérieure et qui mériterait d'exterminer tout le reste de l'humanité. Mais c'est le même principe, si vous voulez, c'est la même logique. On va créer un homme nouveau en supprimant les hommes ou les sous-hommes qui ne sont pas conformes. Oui. Alors Carrier, je le dis pour ceux qui écoutent et ne savent pas peut-être, que c'est l'organisateur de la répression révolutionnaire à Nantes, et qu'il s'est fait connaître en organisant les fameuses les noyades de Nantes, voilà. Les mariages qu'on appelait les mariages républicains, où on attachait un prêtre et une religieuse pour les jeter à l'eau, etc. Enfin, des choses horribles, et qui ne sont d'ailleurs pas du tout commémorées à Nantes, parce que Nantes est devenue la plaque tournante de la commémoration de l'infâme de l'infâme commerce triangulaire, hein, alors que jamais un esclave n'a mis les pieds à Nantes. Alors là aussi, vous réglez un petit peu la question de ce commerce triangulaire, est-ce que la France a attendu que l'Angleterre supprime l'esclavage pour le faire elle-même, ou qu'en est-il? Si vous voulez, l'esclavage, déjà, il faut replacer l'esclavage dans la longue durée. C'est une réalité, hélas, de l'humanité, et même déjà dans la préhistoire, et surtout une réalité africaine. C'est-à-dire que l'esclavage en Afrique a toujours existé et est à la base des sociétés. Je crois que c'était Sarkozy qui disait que l'Afrique n'avait pas d'histoire. Non, l'histoire d'Afrique existe. Il y a des grands empires, des royaumes en Afrique qui ont existé, mais qui étaient fondés sur l'esclavage des populations adverses, hein. Et donc au moment où les Européens, donc les Portugais, les Espagnols, les Anglais, les Français sont venus sur les côtes d'Afrique pour récupérer, je dirais, de la main-d'œuvre pour l'Amérique, eh bien un certain nombre de princes africains, un grand nombre de princes africains ont fait leur fortune à ce moment-là sur la vente vendant des êtres humains, de leurs esclaves, et ça existait aussi du côté du monde arabo-musulman, puisque alors vous faites un très bon passage, à mon avis, dans votre histoire de France, c'est ce passage sur l'esclavage dans les pays de la Sublime Porte, des pays dépendants peu ou prou de la Turquie actuelle,
qui était très important, beaucoup plus important que ne l'a jamais été le commerce triangulaire. C'est-à-dire que sur la longue durée, il y a eu sans doute plus d'esclaves vers les pays musulmans, parce que ça a commencé au 7e siècle, et ça s'est terminé, je dirais, au 20e, pour autant que c'est terminé, parce qu'on peut imaginer quand même qu'un certain nombre d'ouvriers qui travaillent sur les chantiers au Qatar ou au Koweït ou dans des endroits comme ça sont pas très loin de l'esclavage, hein, mais disons que oui, sur la longue durée, c'est une réalité qui a été beaucoup plus longue, alors que le commerce triangulaire, il commence au 16e et au 15e, non, au 16e, et il va se terminer à la fin du 18e. Hein. Ce qui n'exonère pas du tout les Européens de cette. Mais si vous voulez, ce que j'ai pas dit depuis le début, c'est que l'historien n'est pas un juge. Hein, et donc on a trop tendance à demander à l'historien de porter des jugements et d'instruire des procès sur le dos de nos ancêtres, en utilisant en plus je dirais les critères moraux qui sont ceux de notre époque, oui, ça, qui sont pas nécessairement, je dirais, les meilleurs non plus. Hein, donc voilà, on a à établir les choses, comme je disais, telles qu'elles se sont passées. Effectivement, il y a eu. Alors, qu'est-ce qu'il faut penser du Code noir Alors, le Code noir, justement, si on replace encore dans son époque, évidemment, si on ouvre aujourd'hui le Code noir, on se dit c'est monstrueux, etc. Mais dans son époque, je dirais que ça codifiait des pratiques qui ne l'étaient pas auparavant. Donc, ça donne malgré tout un certain cadre juridique à l'esclave qui pouvait revendiquer quand même une certaine représentation à travers ce code. Donc finalement, c'est plutôt une avancée, mais il faut toujours se placer dans l'époque où on parle, à laquelle on parle. De la même manière, par exemple, lorsqu'un esclave, c'est pour ça que je disais qu'à Nantes, il n'y a jamais eu d'esclave, parce que lorsqu'un esclave posait le pied sur la terre de France, il était immédiatement libre. Hein, et donc, on a... oui, l'esclavage, c'était pour les dépendances françaises C'était uniquement dans les colonies essentiellement des Antilles pour cultiver la canne à sucre, etc. Et de la même manière, l'Église, enfin vous le savez beaucoup mieux que moi, n'a jamais fait de différence, contrairement à ce qu'on dit, puisque dès le XVIe siècle, il y a un prince congolais qui devient évêque catholique, hein, et donc voilà, il y a toujours eu l'idée de la dignité humaine du noir je dirais que c'était pratiquement une exception incompréhensible dans la notion chrétienne de dignité humaine, le fait de permettre cet esclavage. Mais c'était loin, c'était pas en Europe, donc ça se passait au-delà des mers, donc voilà, on fermait un peu les yeux, je pense, mais oui. Ça correspondait quand même pas à l'éthique chrétienne, ça c'est certain. Alors vous me dites que vous avez eu beaucoup non pas de plaisir, mais d'intérêt à écrire sur la Révolution française dans ce livre. Qu'est-ce qui vous a particulièrement intéressé cherchons d'autres sujets peut-être. On parlait de la Gaule, je crois, quand on s'est téléphoné l'autre jour, et c'est vrai que nos ancêtres les Gaulois, vous savez, on critique toujours cette phrase, nos ancêtres les Gaulois, en disant c'est ridicule, d'autant qu'on apprenait ça aux petits Africains, enfin, etc., à l'époque des colonies. Et c'est vrai qu'il y a un côté un peu faux dans nos ancêtres les Gaulois, dans la mesure où, et je le montre dans ce chapitre finalement, que la Gaule c'est une invention de Jules César très largement. C'est-à-dire quand il va conquérir ces terres qui se trouvent au nord de ce qu'était la Provence actuelle, la province romaine de Narbonne, etc. Eh bien, il va englober tous ces territoires qui étaient extrêmement variés sous le nom de Gaule. Et d'ailleurs, tous les petits latinistes, on a tous commencé par les commentaires de la guerre des Gaules avec
la Gaule dans son entièreté est partagée entre 3 régions, la Celtique, la Belgique et l'Aquitaine, ou quelque chose comme ça. Hein. Mais ça correspond à une réalité, ça. Et donc en Aquitaine, par exemple, il n'y avait pas du tout une population celtique, si vous voulez. Il y avait une population qui avait une langue qui était proche du basque actuel, qui était un proto-basque, oui, une population ligure ça m'a frappé ou ibérique. Ça, oui. Oui. Donc on peut pas dire que la Gaule préfigurait la France, en tout cas. Ça a été, c'est des projections ultérieures là. Hein. On a projeté sur sur une réalité qui à l'époque et c'est vrai que au moment où ces terres deviennent romaines, qu'elles vont prendre que la Gaule va commencer à apparaître, hein, puisque on crée le sanctuaire des Trois Gaules à Lyon. Hein, qui est la capitale fédérale. Donc là, finalement, les Romains donnent, on pourrait dire nos ancêtres les Gallo-Romains plutôt, ou nos ancêtres les Romains de Gaule, parce que finalement, très vite, ces populations vont devenir romaines au sens culturel du terme. On est plus des Romains qu'autre chose, je dirais. Et alors, vous insistez sur le degré de développement des Gaulois de l'époque. Sur le fait qu'ils avaient une civilisation par bien des côtés raffinée, ne serait-ce que parce qu'ils ont inventé le savon, mais déjà développé. On parle de la Gaule chevelue recouverte de forêts. Si vous voulez, c'est encore la propagande de César qui, arrivant dans un pays, bien sûr décrit ce pays comme un pays barbare et pas civilisé, à qui il va apporter les lumières de la romanité, hein, alors qu'en fait la Gaule avait déjà des routes, avait déjà des cités opulentes, avait un commerce tout à fait florissant. Donc c'était pas le pays. Je crois même qu'il y avait probablement moins de forêt qu'à notre époque, hein, puisqu'aujourd'hui la forêt a reconquis une grande partie du territoire national. Donc voilà, c'était déjà, et puis en plus c'était une région qui avait, quand je dis la Gaule, c'est déjà les cités gauloises qui étaient une centaine et qui étaient chacune indépendante et avaient des relations économiques avec le Sud, avec Rome, mais aussi avec la Grèce depuis très longtemps. Donc oui, on n'arrive pas chez des barbares, on arrive. Oui, c'est important. Qui était déjà et qui n'était pas celtique au sens, je dirais, racial du terme, autant que ce mot peut avoir un sens, parce que le mot de race n'a pas beaucoup de sens en histoire. Mais disons que les Celtes sont venus d'Europe centrale et ont recouvert une population pré-celtique qui était déjà très importante. Je suis actuellement en Bretagne, à côté de Carnac. Hein, on avait une civilisation pré-celtique qui existait déjà. Évidemment, là, à Carnac, on ne peut pas ne pas voir la civilisation pré-celtique, puisque les fameux menhirs. Et elle n'est pas celtique. On a longtemps dit que les Gaulois avaient construit. C'est pas Obélix qui taillait les menhirs. Ça existait depuis déjà très longtemps. Donc il y avait déjà des populations qui étaient là, et qui constitue encore le terreau, je dirais, le terreau fondamental probablement de la population française à bien des égards, avec ces vagues successives on est dans une péninsule, hein, on est dans donc la France, les vagues successives d'immigration depuis l'Europe centrale et depuis l'Asie sont arrivées jusqu'aux côtes de l'océan au fur et à mesure, donc. Et c'est pour ça que la Bretagne était très romaine, par exemple. Comment ? La Bretagne était très romanisée. Oui, absolument. Oui. Les barbares, ce sont les Bretons de l'autre côté du canal, du Chenal, qui ont qui sont revenus au 5e, 6e siècle en fait. Voilà, et qui ont receltisé par les Angles et les Saxons. Voilà, ils ont été chassés par les Angles et les Saxons, et donc venant du Pays de Galles et de Cornouailles essentiellement, de Cornouailles britannique, eh bien ils ont receltisé en fait la Bretagne. On a ici en Bretagne, c'est amusant parce qu'il y a des tas de villages qui se terminent par Ac, hein, parce que c'était Acus, enfin c'était. C'est une terminaison romaine.
ça a gardé la terminaison romaine parce que ça n'a pas évolué vers la langue d'oïl comme ailleurs dans le Nord, parce que ça s'est figé dans la forme un peu la même forme que dans le Sud, hein, que dans le Limousin ou ailleurs. Hein, voilà. Donc c'est assez intéressant de voir la prégnance de tous ces noms romains qui existent encore, bien sûr, qui n'ont pas été recouverts par la receltisation, je dirais, du VIe siècle. Ouais. Non, votre livre est vraiment passionnant. J'aimerais que cette émission vous permette de le diffuser largement. Il est édité chez Via Romana. Oui. On le trouve, on peut le commander dans toutes les bonnes librairies. Partout. Il a été largement diffusé. Je remercie beaucoup mon éditeur Benoît Mancheron, qui est un éditeur très très courageux parce qu'il ose faire des livres. Voilà, de se lancer dans des livres sérieux et qui sont pas nécessairement, qui sont pas nécessairement des best-sellers nécessairement a priori, mais il prend le risque de publier ce qu'il croit et franchement, merci. En plus, il a fait un très beau livre avec une couverture en carton cartonné. Et alors, vous avez quelques images, pas beaucoup. Alors il y a très peu d'images, il y a 3 gravures en fait, parce qu'en fait j'ai regroupé les chapitres, les 45 chapitres en 3 parties. Il y a les commencements, donc ensuite l'épanouissement avec le Moyen-Âge jusqu'à la Révolution, et ensuite les bouleversements à partir de la Révolution. Voilà, donc on a trois grandes parties qui scandent cette histoire, parce que j'ai voulu faire une histoire chronologique. Ça aussi c'est un des défauts de l'enseignement de l'histoire actuelle, c'est qu'on a voulu faire une histoire thématique auprès des enfants qui n'y comprennent plus rien, parce que si on ne rapporte pas un minimum de squelette, hein, c'est comme dans un être humain, s'il n'y a pas de squelette, la chair et tout ce qu'on peut mettre, ou les vêtements qu'on peut mettre dessus, ne tiennent pas. Donc il faut d'abord créer un squelette chronologique pour voir comment les choses ont évolué, et puis ensuite on rajoute des éléments dessus. Donc mon livre est chronologique, bien évidemment. Oui. Il y a un auditeur qui vous soutient tout à fait dans la perspective d'une réhabilitation des Gaulois. Oui. Au sujet des Gaulois, je rappelle que le tonneau en bois et de leur invention, ainsi, et vous le dites d'ailleurs dans votre chapitre, ainsi que des outils de jardinage oubliés aujourd'hui. Mais on ignore beaucoup de choses les concernant, dans la mesure où, semble-t-il, ils n'avaient pas de langue écrite. C'est-à-dire que leur langue n'était pas écrite. Il y a quelques textes qui étaient écrits en caractère grec souvent, mais ils ne considéraient pas. En plus, il y avait une tradition orale importante de mystères, hein, un peu des mystères à la manière grecque, hein, dont la religion était transmise de bouche à oreille, de druide, comme dirait Panoramix. Et donc, le tonneau, mais aussi, je dirais aussi le savon, qui est important, puisque les Gaulois étaient très propres, et c'est eux qui ont inventé le savon tel qu'on le connaît aujourd'hui. Donc, ne pas avoir honte de nos Gaulois et ne pas avoir honte de notre histoire, c'est un peu de cette façon que vous concluez, je crois. Non, il n'y a pas. On peut en être fier, mais on peut aussi être conscient des défauts, des moments un peu honteux, ou des moments. Voilà, c'est pour ça que je ne veux pas tomber dans le. Vous nous appelez à nous réconcilier avec notre histoire. Mais comme je disais une fois, quand on aime quelqu'un, on l'aime avec ses défauts et ses qualités. Moi, j'aime la France, je l'aime avec ses qualités, les qualités qu'elle a pu avoir dans son histoire, mais aussi ses défauts et ses moments de doute, ses moments de. Est-ce que vous trouveriez que j'exagère si je vous demandais comme ça au dégoté quels sont les défauts et quelles sont les qualités de la France? Moi, je dirais. Oui, enfin, le défaut, c'est un enthousiasme facile. Oui, sans doute. Oui, il y a sans doute un peu un enthousiasme. Bon, ça a évolué au cours du temps aussi, hein. Donc, mais disons qu'il y a. La qualité, ça reste l'intelligence, mais. Oui, je pense que c'est quand même qui sont vécues plus profondément en France qu'ailleurs parce qu'elles sont vécues avec intelligence. Voilà, on peut être fier de ce qu'est la France déjà quand on la regarde, c'est-à-dire voir la beauté de ce pays, des paysages,
villages, des églises, des châteaux forts, etc. Enfin, il y a pas d'autres pays au monde, peut-être en Asie, je ne sais pas, mais qui ont cet équilibre. Oui, c'est peut-être la qualité de la France, et c'est ce que j'essaie de faire en écrivant, c'est la clarté. C'est-à-dire essayer de dire les choses clairement, de les dire avec, de les éclairer, de les rendre. Ce qui fait que ça ne va pas sans un certain jusqu'au boutisme. Oui, alors après il y a l'idée de, comme je vous disais tout à l'heure, à la fois 80% de la population ne bouge pas, mais à partir du moment où on part dans un délire, c'est vrai qu'il y a eu des délires et des graves délires par moment dans l'histoire de France, hein, entre les guerres de religion, la guerre de la Révolution française. La Seconde Guerre mondiale, il y a eu des moments de graves délires. Mais bon, c'est pour ça que je suis assez inquiet de la situation actuelle, parce qu'on sent une situation bloquée, une situation un peu tendue. Beaucoup de gens ont eu un ressentiment. Des ressentiments qui sont contradictoires, avec le fait qu'il y ait des populations plus halogènes, voilà, qui sont mal intégrées à cause de tas de choses. Donc finalement, on est dans une situation où les choses pourraient déraper très vite. D'autant qu'on est quand même gouverné par des gens qui me semblent peu aptes à appréhender le fond du problème. Oui. Voilà. Donc bon, on verra bien. Hein. Je suis pas prophète, mais je dois dire que le voyage à Nouméa de notre président m'a glacé le sang. C'est sûr que ça a été d'une utilité, mis à part de dépenser quelques centaines de litres ou quelques milliers de litres de kérosène, je pense pas que ça a été très utile. Et quand on voit il y a quelques années où il était allé dans cette île des Antilles où il se faisait pour photographier avec des jeunes délinquants en torse nu, etc., qui lui faisaient des doigts d'honneur. Enfin, franchement, c'est terrible. Ça montre le niveau de la représentation nationale, quoi. Et donc, le fait qu'il faut incarner la France, quand même. Il faut l'incarner, et je pense que les gens, moins on l'incarne, et plus on essaye de la diriger de manière autoritaire et maladroite, je crois. C'est vraiment la leçon que je tire de votre ouvrage, et votre façon de faire de l'histoire avec les personnes. Oui. Oui, parce que comme je vous dis, l'histoire pour moi c'est l'histoire des gens, c'est l'histoire des hommes. Hein. Il n'y a pas d'histoire. S'il n'y avait pas d'hommes, il n'y aurait pas d'histoire. Hein. Donc c'est un peu stupide ce que je dis peut-être, mais il n'y a que d'histoire humaine en fait. Il n'est d'histoire que d'hommes. Oui, absolument. Il y a d'histoire que d'hommes. Oui, on ne passe que et il y a et c'est pour ça que la question démographique. Là, je sais pas si on est vers la fin de l'émission, mais donc la question démographique me semble essentielle aujourd'hui parce que ça a toujours été la démographie qui a fait l'histoire. C'est-à-dire que si on a une population qui change, qui n'adhère plus à ce projet et à cet héritage dont on parlait tout à l'heure, à ce pacte, qui peut être intégré par des gens très différents, d'origines très différentes. Il n'y a pas de problème. Mais disons que si on a des groupes halogènes, des communautés, un communautarisme de plus en plus affirmé, eh bien la France disparaîtra, c'est évident. Oui. L'Europe est mortelle, nous dit le président Macron, mais il n'y a pas que l'Europe qui soit mortelle. Non, l'Europe n'existe pas de toute manière. Enfin, cette Europe qu'il représente n'existe pas. Il y a une vraie Europe qui existe, qui est une Europe de la culture, de l'histoire, et qui est bien malmenée par cette fausse Europe qui nous dirige. Hein. Ça, c'est certain. Un dernier message sur les Gaulois, parce que... Oui, ça intéresse beaucoup nos auditeurs. Les Gaulois ont inventé également l'art des émaux. Ils étaient également forgerons et excellents cordonniers, notamment en ce qui concerne leurs bottes. Oui, ils étaient, bien sûr, on a retrouvé un certain nombre d'artefacts qui sont magnifiques de l'époque gauloise et des bijoux avec un degré d'abstraction aussi qui est qu'on retrouve pas dans l'art gréco-romain, hein, donc avec des stylisations, Ça c'est intéressant.
végétale, etc., qu'on retrouve, voilà, qui est une spécificité peut-être celtique par rapport au réalisme, à l'hyperréalisme, je dirais, gréco-romain, quoi. Bon, écoutez, merci beaucoup de vous être prêté à ce jeu C'est moi qui vous remercie de cette longue interview de l'émission. Je suis ravi d'avoir pu recommander aux auditeurs votre livre, dont je rappelle le titre, Contre-histoire de France, ni romance ni repentance. L'homéotéleute est autoritaire, ni romance ni repentance. C'est ce que vous trouverez dans ces quelques 300 pages. De quoi se réconcilier avec notre histoire, de quoi comprendre aussi que la France c'est essentiellement son histoire et qu'elle peut à tout instant basculer dans le pire. Elle l'a fait à plusieurs reprises au cours des temps. J'ai encore le souvenir de vos développements sur Charles VI, qui perd en quelques années toute l'œuvre de son père, Charles V. Absolument, en 1940, la France n'existait plus non plus pratiquement. Il y a eu des moments où la France était sur le point de mourir. Donc, je dirais, ce qui fait la France, c'est cet héritage, ce passé qui est dans l'esprit des Français, ou de l'esprit de ceux qui se reconnaissent comme Français en tout cas. Et ça, c'est essentiel. S'il n'y a plus cette flamme dans leur esprit, c'est terminé. Rien ne nous rassemble en dehors de cela, quoi. Rien ne nous rassemble en dehors de l'histoire. Encore un message, et je vous laisserai. C'est un certain Fabrice qui aimerait que je vous présente davantage. Présentez régulièrement votre invité. Donc, je profite de cette mise en demeure pour vous dire que je recevais durant cette heure Philippe Delorme pour sa Contre-histoire de France, ni romance ni repentance. Elle est préfacée par Jean Tullard, ça aussi c'est quelque chose, je n'en avais pas dit un mot, mais je pense que c'est un laissez-passer pour ce livre. J'en suis extrêmement fier et je dirais presque orgueilleux d'avoir cette préface qui est en plus magnifique, et vraiment je remercie beaucoup le professeur Tullard, qui est un de nos grands historiens, à la fois un personnage sérieux et en même temps qui a une certaine originalité, spécialiste du cinéma, personnage fantastique. Bon, merci à vous, merci beaucoup. Delorme, et puis à bientôt sur Radio Courtoisie pour ce que vous voulez. Au revoir. Au revoir, merci. Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.